Bonsoir tout le monde, que vous soyez à la maison, en voiture ou ici avec nous au Medley Simple Malte à Montréal. Est-ce que je peux vous entendre, public? Vous avez très certainement entendu parler de cette étude qui nous apprenait que 60 % des gens ne lisent pas les articles qu'ils partagent sur les médias sociaux et ils se font une opinion uniquement en lisant les titres. Quand j'ai appris ça, mon premier réflexe a été de me dire « Wow, je suis pas tout seul. » Désolé tout le monde, mais en 2017, j'ai pas le temps de tout lire ni de tout comprendre. Ça va trop vite. C'est rendu que dès qu'il se passe quelque chose, quelque part dans le monde, on tombe en émission spéciale. Émissions qui ont souvent de spécial de ne pas savoir exactement ce qui se passe, mais de nous en parler quand même. Et savez-vous à qui je pense dans ce temps-là? À ma grand-mère. Un exemple de calme et de lucidité, mais surtout un exemple d'une époque où l'information circulait beaucoup plus lentement. Les gens savaient peut-être pas tout ce qui se passait sur la planète, mais ils stressaient pas, ils paniquaient pas pour ça non plus. Ma grand-mère a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Elle était âgée de 20 ans, elle habitait au Saguenay, et je lui ai demandé c'était comment la Deuxième Guerre mondiale. Elle m'a répondu, il y avait moins de gars dans le village. Ça, c'est ce que ma grand-mère a retenu de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde. Bon, je sais pas exactement ce qu'il faut retenir, nous, de cette anecdote-là, mais je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, si je vous ai tous réunis ici, c'est pour une raison simple. Vous me semblez des gens comme moi qui comprennent pas grand-chose, mais qui aimeraient mieux comprendre. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Si j'ai bien compris. Qui se joignent à nous pour la première fois, je vous les présente. Ce sont mes 3 collaborateurs, 3 personnes qui en savent un peu plus que moi sur tous les sujets qu'on abordera aujourd'hui à l'émission. Tout d'abord, si vous vous abonnez à sa page Facebook ou Twitter, vous découvrirez une personne très drôle qui, accessoirement, possède une maîtrise en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est exactement le contraire de moi, qui possède une formation de comique, mais qui ne fait que chialer sur la politique. Monsieur Charles-Alexandre Théoret. Allô! Détail intéressant à votre sujet, Charles. En plus d'être avec nous, vous passez aussi le temps des fêtes à la radio en compagnie de Christiane Charret. Ma question, lesquelles des 2 émissions vous préférez? Ah ben, Christiane. Oh, ça a le mérite d'être honnête. Hein? Voir que mon but dans la vie, c'est d'apprendre des pages Wikipédia par cœur pour les réciter devant des alcooliques. J'ai une formation en sciences politiques. Elle travaille à la recherche à l'émission On dira ce qu'on voudra. Elle anime aussi à CISM l'émission Les Dessous féminins. C'est donc une féministe radicale, mais aussi une personne très gentille et très agréable qui possède un diplôme en maîtrise des affaires publiques et internationales à l'Université de Montréal. Eugénie Lépine-Blondeau. Bonsoir. J'ai entendu un petit « hey ». Est-ce que ça vous dérange que je vous décrive comme une féministe radicale? Bien, je sais pas. Je veux dire, je fais partie de la famille. J'ai ma carte de membre de la communauté LGBTQ. Fait que ça peut peut-être compter. Mais sinon, je me suis rasé les jambes puis je porte une brassière. Fait que c'est à vous de voir. Oh, c'est pas très radical, ça. C'est très un peu... C'est macho, je trouve. Et finalement, elle se dirigeait vers une carrière de millionnaire grâce à son diplôme des HEC Montréal, mais elle a plutôt opté pour le métier de journaliste. Elle contribue à la recherche des émissions Paparagel et Infoman, Barbara Judith Caron. Mon Dieu, j'allais m'applaudir moi-même. Finalement, j'ai fait rien. Tu fais pas ça. C'est très HEC Montréal, s'applaudir soi-même. Vous travaillez avec l'équipe de Paparagil. Ouais. J'ai une question pour vous. Je sais que Paparagil, l'émission dépeigne des artistes des fois pas toujours de manière très gentille. Est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes à l'émission? Des gens fâchés? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que parfois, quand on se rend sur un tapis rouge, les gens peuvent être regrettent des fois ce qu'ils nous disent sur les tapis rouges. Et puis, il y a des regrets. Il y a des regrets. Des regrets. Un nom? Ce que je pourrais vous donner comme indice, c'est qu'il y a déjà eu une personne là, que j'ai en tête, vraiment, c'est une image très précise, qui a eu des regrets. Et ça pourrait être ou un chanteur, ou un humoriste, ou un animateur. Bon. Bonjour à vous 3. On commence ça immédiatement avec le premier sujet. Cet homme-là, qu'est-ce que je vais aimer, cet homme-là, c'est qu'il a dit beaucoup de choses. C'est bien sûr que je peux pas endosser tout ce qu'il a dit. Quand il a parlé contre les dames, les femmes, j'ai pas aimé. C'est sûr que si ça avait été mon père, j'aurais dit, papa, arrête un peu, là, shorty. Mais bon, qu'est-ce qu'il a dit, le petit peuple américain veut l'entendre.
Alors, c'est ça qu'aujourd'hui, cet homme-là, moi, je vous dis, au Québec, ça va en prendre un jour un petit ou une madame Donald Trump qui va dire des choses et qui va agir. Alors, c'était le maire de Louisville, invité à Médium Large, qui nous parlait de son amour pour Donald Trump. Plusieurs questions fascinent les humains depuis la nuit des temps. Des questions toutes simples comme d'où on vient ou encore quel est le sens de la vie. Eh bien, l'année 2017 nous permet d'en ajouter une autre, tout aussi complexe et mystérieuse. Comment se fait-il que des gens ont voté pour Donald Trump? Comme pour chacun de nos sujets aujourd'hui, avant d'y répondre, on va aller dans le public voir si eux ont la réponse. Avec qui suis-je dans le public? Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu aimes Donald Trump? Pas particulièrement, mais je le connais pas personnellement. Ah, c'est une bonne réponse. C'est très politiquement correct. OK. Qu'est-ce qui plaît autant chez Donald Trump, selon toi? Il y a des gens qui l'aiment. Pourquoi? Son style capillaire, probablement. Ah, ses cheveux? Ouais. C'est une piste, c'est une hypothèse. Il représente, d'après moi, une partie de la population des Amériques. C'est une façon de ne pas être très négatif, on dirait, hein? De ne pas trop être insultant. Je te remercie. Eugénie va peut-être nous éclairer là-dessus parce que, honnêtement, je me demande à qui il plaît Donald Trump. Mais c'est une bonne question. Puis déjà, Louise, je pense que si t'es une féministe peut-être radicale comme moi ou féministe peut-être progressiste comme vous, je sais pas. Je me suis pas rasé les jambes. Non, OK, bon. C'est un peu peine perdue de vous embarquer dans une discussion à Noël de « Hey, mais Trump, finalement, c'est pas si pire, hein? » Parce que je pense que c'est comme correct de pas vouloir appuyer l'homme le plus puissant du monde qui est contre l'avortement, qui recule sur les avancées des droits des personnes LGBTQ, qui croient que les changements climatiques, ça n'existe pas, ou qui vont à l'ONU avec des discours tout croche. Mais il en demeure pas moins que des femmes, des gays et des immigrants ont voté pour lui quand même et qu'il y a eu environ 62,2 millions de votes, ce qui est vraiment plus que Hillary... Ah non, pardon. Ce qui est en fait 2,8 millions de voix de moins que Hillary Clinton, mais bon, c'est lui qui est président, hein, alors quelque part, il doit y avoir une raison. Il faut d'abord pas oublier que Donald Trump, c'est un républicain, ou du moins, là, il est à la tête du Parti républicain, qui, de fait même, a succédé à un démocrate après 8 ans. Donc, il y a donc beaucoup d'électeurs qui, au-delà de la personne, sont juste de fiers partisans des politiques républicaines. Donc, ils sont pour le renforcement des politiques d'immigration, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont racistes, là, qui sont plus hostiles à un système de sécurité sociale universelle, qui sont en faveur d'une intervention réduite au minimum de l'État dans l'économie, par exemple, et qui sont peut-être plus individualistes que collectivistes, là. Donc, c'est leur idéologie et le pays oscille vraiment entre celle-ci et celle du Parti démocrate depuis près de 200 ans. Donc, il y en a qui ne portent pas nécessairement Donald Trump dans leur cœur, mais en même temps, ils n'acceptent pas de se faire traiter de tous les noms là, car ils supportent la Maison-Blanche. Donc, pour certains électeurs, c'est une question plutôt d'appuyer le Parti républicain. J'aime ça, on est tellement nuancés. Là. Absolument. Personne ne s'attendait à ça. Hein? Pour d'autres, c'est une question aussi d'être peut-être plus anticonformiste. Hein? C'était important le 8 novembre 2016, lors des élections. Ce l'est encore aujourd'hui. Après la défaite de Mme Clinton l'an dernier, des centaines et des centaines d'articles ont été écrits juste pour démontrer que la volonté des Américains, finalement, c'était de s'opposer à l'establishment que représentait la candidate démocrate. Alors, leur volonté de changement, là, leur volonté de sentir qu'on ne tenait pas pour acquis que ça allait être encore le Parti démocrate et la première femme présidente des États-Unis, c'est ça, c'est une partie des électeurs qui vraiment ont voté, pas nécessairement pour Donald Trump, mais contre l'establishment. Et mine de rien, encore aujourd'hui, c'est un argument qui pèse. Je veux dire, je suis sûre que si vous avez une discussion sur la présidence de Donald Trump dans votre famille ou entre amis, dans le temps des fêtes, quelqu'un va finir par sortir « Mais ça aurait-tu vraiment été mieux avec Hillary Clinton? » C'est moi ça non. qui fait ça dans mes parties. C'est un argument de taille, hein? Vraiment bien réfléchi. L'autre affaire, c'est l'image de Donald Trump comme représentant vraiment de l'anti-establishment est encore très forte et efficace. Hein? Il a signé plus de 50 décrets présidentiels, dont plusieurs défaisaient vraiment l'héritage de Barack Obama. Il provoque et défie sans cesse les médias. Il annonce des décisions politiques sur Twitter, sans filtre ni gants blancs. C'est divertissant. C'est très divertissant et pour plusieurs, il représente vraiment le perturbateur que des centaines de milliers d'Américains attendaient. Puis à quelque part, c'est fou parce que
il n'avait aucune expérience politique. Il arrive vraiment sans idéologie, sans expérience, sans vraiment des appuis de taille, mais il devient la personne la plus puissante au monde. Contre toute attente, Donc, il incarne c'est- le American Dream. Là. Ouais, ses défauts sont des qualités Absolument. pour ce public-là. Absolument. Et on ne peut pas passer sous silence pourquoi est-ce que les gens aiment Donald Trump. C'est aussi sa relation avec les médias, hein, qui est houleuse. Efficace. On peut dire ça comme ça. Ou efficace, Ah, OK. selon... Ça, Ouais, OK, on n'a ça, pas la même opinion. c'est correct. L'antimédia aussi. Oui, oui. Les Américains, comme énormément d'Occidentaux, on ne va pas se le cacher, s'éloignent de plus en plus des médias de la presse traditionnelle au profit de l'information qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Si on compare avec l'époque du Watergate, mettons, OK? Au moment de ce scandale, près de 70 des Américains faisaient confiance aux médias de masse pour les informer honnêtement. Et aujourd'hui, ils sont plus que 40 C'est le troll en chef. Tu sais. Ouais, c'est le troll en C'est chef. sûr puis que c'est le troll en chef. Puis il y a des gens qui sont inspirés tous les matins par les trolls. Oui, oui. Ils ont Ça, le c'est goût une de grande déranger. vérité, ce que je viens de dire. J'espère que vous l'avez noté. Plus concrètement, là, quand même, parce que j'y allais dans une analyse macro, mais plus concrètement, il y a des Américains qui sont attirés par les politiques fiscales et économiques de M. Trump. Hein, il a quand même favorisé la baisse d'impôts aux plus nantis et a donné de l'espoir aux 56 000 mineurs de charbon qui avaient presque plus de jobs sous l'administration d'Obama, qui avaient signé l'accord de Paris et qui avaient des politiques environnementales qui, selon Donald Trump et ses partisans, constituent un frein au développement économique et au développement de l'emploi. Fait que dans un pays où c'est un peu chacun pour soi, il a réussi à plaire aux 1 et à la classe ouvrière. Ce n'est pas rien. C'est pour ça, je pense que les gens l'aiment. Mais je dois vous dire rapidement, Louis, que finalement, je me suis trompée. Parce que si t'es un progressiste féministe, environnementaliste, un peu radical, tu peux quand même saluer la présence de Donald Trump. Parce que grâce à lui, il y a eu des mouvements sociaux qui se forment pour protéger les droits des Dreamers, des femmes, des immigrants, des personnes trans, des Afro-Américains, des Autochtones. Bref, il a permis un mouvement réactionnaire de solidarité sans précédent. Puis ça aurait pas été mieux avec Hillary Clinton. Merci, Eugénie. Alors, je dirais à tous ces groupes-là, la Meute, la gang de Signes, allez vous faire voir ailleurs. On veut pas vous voir à Québec. C'était le maire Régis Labaume qui parlait des groupes d'extrême droite et gauche qui font de plus en plus sentir leur présence et qui se sont notamment affrontés dans une manifestation plus tôt cet automne à Québec. Vous ne trouvez pas d'ailleurs que depuis le départ des Nordiques, ça manquait une bonne vieille rivalité Québec-Montréal? Aujourd'hui, on va tenter d'expliquer c'est quoi l'extrême gauche et l'extrême droite, tout en essayant de ne pas se faire détester par tout le monde. Inutile de venir casser les vitrines du medley Simple Malte. L'émission a été préenregistrée. À l'heure où vous écoutez, on n'est plus là. Alors, à qui je parle dans le public présentement? À Audrey. Bonjour, Audrey. Bonsoir. Alors, est-ce que tu es en mesure de m'expliquer qu'est-ce que la gauche et qu'est-ce que la droite, mais surtout qu'est-ce que l'extrême gauche et l'extrême droite? La droite et la gauche, je pense que c'est quelque chose de quand même assez abstrait puis qui va se transformer au fil des années. C'est quelque chose sur le spectre politique, puis c'est difficile à décrire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que par rapport à l'extrême droite et l'extrême gauche, faut rester très ouvert d'esprit, non seulement par rapport à leur vision, mais je pense qu'eux devraient être aussi ouverts d'esprit par rapport aux réalités, aux visions qui les entourent. Je vous répète tout le monde que ce n'est pas arrangé avec le public, c'est juste que tout le monde est génial dans cette Elle salle-là. vient de faire ma chronique. Ouais. Je quitte le Mais plateau. OK, je vais vous poser une dernière question. Alors, si je vous nomme un politicien, vous allez me dire s'il est d'extrême gauche ou d'extrême droite. Justin Trudeau. Ah! Est-ce qu'on peut dire centre? Est-ce qu'on est obligé de dire extrême? Non, la bonne réponse était extrêmement beau de toute façon. Oh, Alors, hey! Charles-Alexandre, vous pouvez nous en parler un peu plus. Éclairez-nous à ce sujet, l'extrême gauche et l'extrême droite. Oui, bien là, vous en avez parlé de mon pedigree de politologue, donc c'est ça qui va ressortir. On a beaucoup entendu parler d'extrême droite, d'extrême gauche cette année, mais justement, il faut définir c'est quoi la gauche et la droite. Ça remonte à la Révolution française en 1789. En août, l'Assemblée constituante doit faire un choix crucial. Dans la monarchie constitutionnelle qu'on tente de mettre sur pied, on se demande si le roi aura, oui ou non, un droit de veto pour bloquer les lois. Pendant le vote, les membres de l'Assemblée se regroupent physiquement selon leurs allégeances. Donc, s'ils sont pour ce veto, donc en faveur du roi, ils se placent à droite du président de l'Assemblée. Et ceux qui préfèrent qu'on limite le pouvoir du roi se placent à gauche. Donc, c'est de là que vient l'idée que la droite est davantage conservatrice et la gauche est plus révolutionnaire.
C'est drôle parce qu'en préparant la chronique, je me suis dit, hey, ça tombe vraiment bien que j'hérite de ce sujet-là parce que chez nous, à la maison, je suis justement en train d'apprendre à mes 2 filles de 3 et 4 ans à différencier leur droite et leur gauche. Et je me suis rendu compte que les trucs que je leur donne peuvent aussi être utiles pour comprendre la différence entre la gauche et la droite en politique. Comme on est tous droitiers dans ma famille, donc une famille d'extrême droite, j'imagine, je dis à mes filles, je leur dis souvent que la main droite, c'est la main dominante, hein, c'est celle qui travaille le plus. C'est aussi la main fâchée. C'est avec elle que je les chicane, que je leur dis mange tes brocolis, brosse tes dents, investis dans tes REER. Ça, c'était mon imitation de Lucien Bouchard. Je pensais Pierre-Yves McSwain aussi, ça aurait pu être bon aussi. C'est une autre imitation que je maîtrise parfaitement. Donc, la main gauche, à l'opposé, évidemment, c'est la main qui est du côté du cœur. C'est aussi la main paresseuse. C'est celle qu'on... Oh my God! Quoi, c'est vrai? Mais moins forte, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est elle qu'on utilise le moins souvent parce qu'elle est toujours un peu tout croche. Bon, c'est comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est des notions de base d'anatomie. C'est pas qui moi qui enseigne à l'université du Québec à l'UQAM. C'est le plan de cours de l'UQAM en ce moment. Hein? Ça, c'est un séminaire de maîtrise, mon ami. Donc, évidemment, ce sont des clichés que je viens de dire et probablement qu'un gaucher ne serait pas d'accord avec moi. Mais tout ça pour dire que, comme notre amie Amélie, c'est ça, qui nous disait que les étiquettes de gauche et droite peuvent être utiles pour décrire des réalités complexes, mais elles deviennent rapidement réductrices puis elles ne rendent pas compte de réalités qui sont vraiment plus complexes. Mais si on veut résumer, donc, on peut dire que la droite est plus attachée... Après avoir dit qu'il ne fallait pas le faire, on va le faire. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça le jeu. Hein? Donc, la droite est plus attachée au maintien de l'ordre, tandis que la gauche est plus tournée vers le changement. À droite, l'idée dominante, c'est que la société n'est pas si mal faite que ça, puis que les inégalités et les différences entre les gens, c'est naturel, puis c'est pas mauvais. À gauche, on a plus tendance à vouloir réformer la société pour la rendre plus juste et égalitaire. Maintenant, une fois que ça c'est dit, qu'est-ce que c'est l'extrême droite et l'extrême gauche? On peut dire logiquement que l'extrême droite, c'est les plus conservateurs des conservateurs et que l'extrême gauche, les plus progressistes des progressistes. L'extrême droite défend des idées très conservatrices, des valeurs nationales, religieuses. On entretient une espèce de nostalgie par rapport à un passé idéalisé, puis un discours qui est souvent exclusif, donc on n'est pas vraiment tourné vers la diversité. En gros, pour caricaturer, on peut dire qu'au Québec, par exemple, l'extrême droite, c'est les gens qui regrettent que le Québec ressemble pas à le temps d'une paix. Un pays de bons catholiques francophones blancs qui vivent à campagne, qui passent leur après-midi à se bercher en chiquant du tabac. Un après-midi rêvé. Et à gauche, qu'est-ce qu'on retrouve à gauche? C'est encore une fois une réalité complexe qu'on résume mal, mais bon. Résumez-nous ça mal, s'il vous plaît. Je suis bien parti. Je vais continuer sur ma belle lancée. Donc, à l'extrême gauche, plutôt que d'être attaché à l'idée de nation, on est vraiment tourné vers l'universalisme. On rêve d'un monde où tous les hommes, les femmes, peu importe leurs différences, sont à quelque part des frères. Là, les hommes, les femmes, les hommes-femmes, les femmes-hommes. Exactement, tout. Voilà. Donc, pour caricaturer encore une fois, l'extrême gauche, ça rêve d'un Québec watatata, où tout le monde se soucierait du bien-être de chacun. Voilà. Mais là, vous excluez un peu l'aspect violent de ça, je comprends, parce que... Non, pas du tout, parce que je m'en venais. Là. Okay. Parce que c'est une des caractéristiques. On peut se dire que malgré leurs différences, en le fond, mettons qu'on recommence. On se dit, qu'est-ce qu'elles veulent, ces deux idéologies-là? Elles veulent la même chose que vous et moi. Elles veulent le bonheur et l'événement d'une société idéale. En soi, parlez pour vous. C'est correct. Ouais, moi, je veux m'élever au-dessus de la masse. Ouais, c'est bon. Je suis mal parti aussi, mais je sais. Donc, comme vous le disiez, Louis, il y a des choses qui les rassemblent. On peut dire qu'à l'extrême gauche et à l'extrême droite, si on caricature encore... les deux extrêmes s'entendent sur 2 points. La démocratie, c'est de la merde, puis un peu de violence, ça n'a jamais fait mal à personne. En gros, si on veut. Et chacun croit qu'ils le font pour les bonnes raisons, bien évidemment. Ben oui, évidemment, on est conforté parce qu'on pense qu'on a la vérité, évidemment. Puis, tu sais, il y a des réalités aussi qui sont mal représentées, comme à l'extrême droite, on peut regrouper autant des idéologies contraires comme les libertariens qui sont contre le rôle de l'État. Qui sont un peu anarchistes. Oui, qui sont vraiment pour à droite. Une liberté économique totale, mais... Puis on les classe dans la même catégorie que des fascistes qui s'ennuient d'une bonne vieille dictature, et à gauche des anarchistes et des communistes qui n'ont pas du tout la même vision du rôle de l'État. Et l'aspect identitaire m'apparaît très mélangeant en ce moment, surtout au Québec. Tu sais, la gauche et la droite sont identitaires. Il y a plusieurs gens à droite qui s'en foutent complètement de l'identité. Juste ce qui les intéresse, c'est juste des questions économiques. Donc c'est pour ça que c'est... C'est pour ça que ces étiquettes-là ne servent pas nécessairement à dépeindre les mouvements, ou du moins, ils nous amènent quoi? C'est ça, c'est que souvent, on se rend compte que ça dérape puis que ça nuit au débat politique, parce que tout ce que ça fait, c'est que ça mène au criage d'insultes. On le lit dans
dans les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les pages des commentaires du Journal de Montréal, là, ce qu'on appelle le dark web. Le web profond. Le web profond, le web c'est ça. profond. C'est parce que ça dérape souvent en criage d'insultes. Hein. Il y a la maudite gauche qu'on entend tout le temps, les maudits drettistes, la maudite gauche caviar, la maudite droite hot dog. T'sais. Dès qu'une idée est cataloguée droite-gauche, ça la discrédite par rapport aux gens qui sont dans le camp adverse, si on peut dire. Mais là, heureusement, j'ai une belle fin. Une belle fin remplie d'optimisme. Là. Je vous demanderai d'être très attentif parce que, comme je le dis à mes filles, la droite et la gauche, comme nos mains, là, c'est complémentaire et c'est quand elles travaillent ensemble qu'elles font les plus beaux bricolages. Oh! Merci, Charles-Alexandre. La ministre Lalande, elle semble consciente que la bilinguisation est en train de se généraliser et elle dit que « Bonjour Hi », c'est un irritant. Est-ce que le premier ministre va se lever aujourd'hui et dire que oui, « Bonjour Hi », c'est un irritant ou il va désavouer sa ministre Lalande? Comme prochain sujet, on a décidé de vous rappeler cette trop courte controverse autour de la formule de salutation « Bonjour Hi », utilisée dans plusieurs commerces de Montréal. Personnellement, j'ai réglé le problème il y a plusieurs années. Je regarde par terre et je salue personne, ce qui fait probablement autant partie de la culture montréalaise que le bonjour hi. En passant, Eugénie, en tant que milléniale et représentatrice des millénials, en rencontre, était fâchée contre le bonjour hi, mais pas nécessairement pour son utilisation, mais sa prononciation. On dit bonjour hi qu'elle dit. Il faut prononcer le H. Pas aïe comme le... Non, c'est ça. On n'est pas les vampires, là, on n'a pas peur de l'ail. C'était sa colère par rapport à ça, mais Barbara va nous en parler. Hi. Ouais, ben en fait, je voulais surtout revenir sur, justement, à la fin novembre, l'Assemblée nationale du Québec qui a voté à l'unanimité pour une motion qui réclame que le mot « bonjour » devienne la formule d'accueil utilisée dans les commerces. C'est une motion, justement, qui a été déposée par le Parti québécois, qui a trouvé une façon là, un peu coquine de se rappeler à notre bon souvenir à quelques jours de Noël. C'est lourd! C'est lourd! Et on y rappelle dans cette motion-là que le mot « bonjour » est un des mots de la langue française les plus connus chez les non-francophones du monde, que ce mot exprime magnifiquement la convivialité québécoise et qu'en conséquence, on invite tous les commerçants et tous les salariés qui sont en contact avec la clientèle locale et internationale de les accueillir chaleureusement avec le mot « bonjour ». Alors, bonjour, c'est notre Céline Dion. C'est notre... Oui, les sacoches en moins, peut-être. Oui. Il y a du vocabulaire intéressant là-dedans. Là. Si je peux me permettre, on ne s'est pas assez attardé dans les médias sur l'utilisation du mot chaleureuse parce que non seulement on doit laisser tomber le hi du bonjour hi, mais jamais avec un air bête. Ça, non, c'est non. Ça ressemble à quoi un bonjour chaleureux? Ben je sais pas. Bonjour. Comme après la police de la langue va avoir la police de la convivialité. Et moi, je suis inquiète pour beaucoup de cafés de troisième vague dans le Myland. Parce que c'est pas très chaleureux. Hein? C'est cher, par exemple. C'est cher, effectivement, mais chaleureux, non. Non. Ça, c'est pas... Ben, ils ont trouvé le truc, il n'y a ni bonjour ni aïe. C'est souvent ça qui arrive. Hein? Oui, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que ça a été déposé donc, par le PQ. Et il s'est revenu sur le devant de la scène, en fait, pourquoi on sentait un besoin pressant, criant, urgent là, de se prononcer sur la question. C'est essentiellement parce que Jean-François Lisée et ses amis s'inquiètent de la généralisation du bilinguisme à Montréal et au Québec. Bien évidemment, on pense... C'est qu'il y a eu la boutique Adidas. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu une convergence là, de toutes sortes d'événements. L'affaire de la boutique Adidas, là, où le gérant, là, à l'ouverture d'une nouvelle boutique au centre-ville, a dit que pour accommoder la ville de Montréal et les médias francophones, il allait nous faire... une phrase. Nous donner le privilège là, de peut-être s'adresser à nous en français. Il y a eu ça. Lui, il va passer. Là. Il a dû passer un mauvais moment. C'est un gérant de boutique de souliers. Hein? Mais il y a aussi, dans un rapport, la vérificatrice générale a conclu que la francisation des immigrants, c'est un échec. Il y a eu tout ça. Il y a eu Statistique Canada aussi qui a sorti des nouvelles données du recensement sur la langue au travail qui démontrent notamment que la proportion des travailleurs utilisant le français et l'anglais à part égale a augmenté légèrement. Donc, tout ça, finalement, a favorisé cette crise ou ce petit scandale parti de peurs qui peuvent être légitimes. On pourrait résumer comme ça. Si j'ai bien compris, les peurs peuvent être légitimes. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'une menace? Là? Il y a des gens qui se sentent menacés de pas grand-chose. En tout cas, les gens continuent d'aller chez Adidas. Et voilà. Merci beaucoup, Barbara. Rien. En cuisine ce matin avec Geneviève Evrel de Sushi à la maison. Si vous vous tenez dans les endroits de sushi, vous avez vu ça sur le menu de plus en plus, des pokéballs. Oui. Mais avant de s'attaquer à la recette, qui est somme toute
assez simple, hein, Geneviève? C'est beaucoup de l'assemblage. C'est juste de l'assemblage, Ouais. beaucoup de préparation. Exact. Donc, ça nous donne un peu de temps pour jaser. Jason. Jason de toi. Geneviève, née d'un couple complètement dysfonctionnel. Un papa alcoolique, une maman toxicomane. Oh là 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 là! Ça s'appelle regretter d'arriver avec une recette simple, hein? C'est parce que dans Poké, il y a Poké. Il y a Bon, ouais, Poké. c'est ça. Oh! Je me joins au public. Bouh! Alors, le Pokéball, Pokéball. Ben, là, Charles, encore une explique-moi fois, c'est quoi? C'est comme le bonjour, hey, comment on prononce ça? Moi, je Ball. parle... C'est pas ma langue Pokéball. maternelle, moi, Pourquoi? le franglais, là, je le sais pas. Mais pourquoi doit-on savoir c'est quoi Ben, cette parce année, que le c'est Pokéball? vraiment une des grosses tendances gastronomiques, culinaires. Peut-être vérifier avant avec le public. Allez-y par applaudissement. Qui a déjà mangé des Pokéballs? Bon. Notre public est éduqué et raffiné en plus. Ouais. Moi, Non. j'en avais jamais mangé jusqu'il y a 2 semaines quand la production en a commandé un Bon, pour tu moi. vois, c'est vraiment le plat de l'année. En fait, c'est un plat traditionnel hawaïen. Poké, ça veut dire en hawaïen charger 15$ pour un bol de riz, je pense. Je suis pas sûr, là. Donc, c'est un plat traditionnel hawaïen qui est arrivé sur le continent américain en 2012 à peu près. À Montréal, je pense que le premier restaurant a ouvert en 2016, mais c'est vraiment cette année que ça a explosé, notamment parce qu'il y a des grandes franchises de sushi qui l'ont mis sur leur menu, donc c'est rendu vraiment à la grandeur de la province. Qu'est-ce que c'est concrètement, le poké ou le bol de poké? C'est un plat composé d'algues. En fait, poké, ça veut dire des dés. C'est des morceaux de poisson que les pêcheurs coupaient. Donc, puis après ça, ils font mariner ça avec des oignons verts, des graines de sésame. On peut mettre de l'avocat pour assaisonner. On fait une sauce avec de la sauce soya, de l'huile de sésame, du chili. On peut manger les morceaux de poisson simplement, comme ça, ou on les met sur un lit de riz, de chou ou d'ananas. Mais on se faisait la blague tantôt, là, mais c'est des sushis pas enroulés. C'est bien. Ben, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que ça peut rappeler le ceviche, un tartare ou justement un rouleau de sushi qu'on aurait oublié dans le fond de notre sacoche. Là. C'est que c'est un peu, c'est ça, là, c'est pas très réputant. J'imagine juste les auditeurs qui viennent d'arriver puis qui pensent que c'est le retour de bien dans son assiette. On va leur faire réaliser rapidement que c'est pas ça. Donc voilà, ben, comme on l'a dit, 15$ pour un bol de riz, c'est un peu exagéré. Donc moi, je me propose une recette comme ça pour le temps des fêtes. Là, on prend un bol de riz, on met une canne de thon dessus, on assaisonne avec des oignons verts puis la sauce soya. Puis pour faire festif, on met des canneberges et hop, le tour est joué. Wow! Ouais, c'est ça, voilà. Le Pokéball des fêtes ou de Voilà, Noël. c'est ça, parce que Merci. c'est ça, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est ça qui est Merci, le fun. Charles. De rien. Alors, vous aurez tous reconnu l'hymne national très joyeux catalan, qui nous met de bonne humeur, parce que plusieurs personnalités politiques et médiatiques québécoises se sont rendues en Espagne cet été, mais pas pour aller danser à Ibiza. Quoique les images de PKP, chemise ouverte en train de danser sur du techno, me font sourire, mais plutôt pour aller assister au référendum catalan. Avec qui sommes-nous dans le public? Max. Max, est-ce que tu es capable de m'expliquer pourquoi ce référendum a autant fait parler dans le monde? Je pense que ça exprime le désir de tout le monde de se séparer de l'oppresseur, en grosse parenthèse. C'est très politique ce que tu dis là en ce moment. Oui. Mais bon, c'est moi puis Jean Charest. Mais Quand même, hein. votre vision, c'est que l'Espagne est oppresseur et les Catalans veulent la liberté? En fait, je pense que c'est plus le système impérialiste qui existe encore en Espagne. Aujourd'hui, on a un roi. Ça existe presque plus, mais il y a un roi. Puis la Catalogne qui se dit, moi, je suis quand même... on est quand même assez bien placé ici au Québec pour comprendre un peu la dynamique, là. OK, je vous arrête parce qu'il faut une chronique là-dessus puis vous dites toutes les punches. Mon Dieu que le public est éduqué ici et renseigné. Je vous remercie. Merci, Max. Barbara, vous nous expliquez un peu la genèse de tout ça et qu'est-ce qui s'est passé surtout cet été? Parce qu'effectivement, Oui. ça a beaucoup fait parler sans qu'on a vu des images, sans comprendre nécessairement qu'est-ce qui se passait. Revenons encore une fois à la base, Louis. Alors, la Catalogne, c'est quoi? Donc,
tout d'un coup qu'on ne saurait pas. Hein. La Catalogne, c'est une des 17 communautés autonomes qui forment l'Espagne. Une communauté autonome, là, grosso modo, c'est comme une province canadienne là, ou un État américain. Géographiquement, la Catalogne, c'est situé dans le nord-est du pays. La capitale, c'est Barcelone. La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Donc, la Catalogne a sa propre langue, le catalan, sa propre force de police, son propre gouvernement, le Parlement catalan, 7,5 millions d'habitants, 20 du PIB de l'Espagne à peu près. Et le mot qui revenait le plus souvent, en fait, l'expression qui revenait le plus souvent, c'est un bras de fer entre le gouvernement espagnol et la Catalogne. Alors, dans le coin gauche, il y a Puigdemont, le président de la Catalogne, qui est un indépendantiste convaincu, et sa gang. Dans le coin droit, il y a Mariano Rajoy, président de l'Espagne, grand gardien de l'unité espagnole, et sa gang. Et le choix des coins, Louis, n'est pas innocent. Il y en a un des deux qui est plutôt associé au centre-gauche et l'autre de droite. Moi, j'ai comme divisé ça un peu en round. Là. Le premier round, c'est vraiment début septembre. Le Parlement catalan a voté une loi qui prévoit la tenue d'un référendum pour l'indépendance. À Madrid, on dit « no way punk, on ne diverse pas de l'Espagne, en tout cas pas de manière unilatérale. Ce référendum-là est illégal. » Alors, les Catalans tiennent leur bout. Dude, le droit international est notre bar. Le référendum va avoir lieu avec ou sans l'accord de l'Espagne. Bon, à partir de là, Madrid a tout fait pour empêcher la tenue du scrutin. Donc, ce que ça veut dire, c'est arrestation de responsables du gouvernement catalan, saisie de 10 millions de bulletins de vote, opération terrain pour priver les organisateurs de matériel électoral, carrément. Des images qui ont fait très mal paraître l'Espagne partout dans le monde. Exactement. Et on a mis sous scellé des bureaux de vote, ainsi de suite. On a aussi envoyé 6 000 policiers nationaux, notamment qui ont été logés dans 3 paquebots, en fait, dont un qui était un paquebot de croisière décoré d'un énorme Tweety Bird. Ça fait pas très sérieux. Les Catalans ont répliqué avec des manifs et en prenant Titi comme mascotte. C'est très, très cute à voir. Il y a eu après ça un deuxième round, c'est-à-dire que malgré tout ce que Madrid a pu essayer de faire pour freiner le scrutin, le 1er octobre 2017, le référendum a quand même eu lieu, mais pas exactement, là, je dirais pas dans la douceur. Tout le monde, évidemment, a vu les images à la télé là, de personnes âgées qui se faisaient tapocher en allant voter. Là. Les violences des forces de l'ordre contre les citoyens catalans ont fait des dizaines, voire des centaines de blessés. Il y a quand même 2,3 millions de personnes qui sont allées voter. Le oui l'a emporté avec 90 des voix. Là, on est rendu au 10 octobre, Louis. Puigdemont déclare que la Catalogne doit devenir un État indépendant sous forme de république, mais là, vraiment, dans la même phrase, quasiment, il suspend cette proclamation d'indépendance pour se laisser un petit lousse là, pour dialoguer avec Madrid, parce qu'il espère encore pouvoir faire ça là, en concertation avec Madrid. Mais Madrid dit, il n'y en est pas question, on vous menace de reprendre le contrôle de la Catalogne. Alors, manif d'un bord, manif de l'autre. À la fin octobre, le Parlement catalan proclame unilatéralement l'indépendance. Et là, Madrid riposte, met la Catalogne sous tutelle, dissout le Parlement. Le président est destitué, va s'exiler en Belgique. Il va être accusé, entre autres, de rébellion et de sédition. Et il y a plein de ministres catalans qui sont aussi envoyés en détention, risquent de 15 à 30 ans de prison, quand même. Là. Dans une démocratie, on le rappelle, c'est ce qui a inquiété beaucoup les gens. Parce que moi, j'ai vu ici, sur Twitter, où des personnalités, même québécoises, pas souverainistes nécessairement, qui soulignaient que c'était inacceptable. Ce n'est pas juste un débat de souverainisme québécois. Là. C'est quelque chose qui s'est passé là-bas. Là. C'est grave. Là. Oui, et bon, évidemment, au bout du compte, Madrid a quand même libéré certains dirigeants et manifestants catalans. Il y a des élections, de nouvelles élections qui vont être tenues. Donc là, c'est un peu ça qui s'est passé, là, disons, chronologiquement, cet automne jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Barbara. Le prochain sujet, c'est très certainement ce qui a marqué de trop nombreuses personnes en 2017, le mouvement Moi aussi. Alors, on a lancé le défi à Charles-Alexandre Théoret de nous en parler. On a choisi un homme, comme ça on s'assure que la couverture sera neutre. Non, vous deviez me huer à ce moment-là, gang. OK, il fallait me huer. Merci. Alors, Charles-Alexandre, faites-nous un peu l'historique. Comment tout ça a commencé? On m'a comme condamné à faire du mansplaining. Je suis vraiment pas à l'aise. Oui, on vous a demandé de le faire. Ouais. Moi aussi, c'est la traduction française du mot-clic MeToo qui s'est largement diffusé sur les réseaux sociaux en octobre 2017 pour dénoncer les agressions sexuelles dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein. Une vague de témoignages qui n'est pas sans rappeler le mot-clic agression non dénoncée qui était devenu viral au Canada
en 2014 suite à l'affaire de Gian Gomeshi. Donc, rappelons qui est Harvey Weinstein. C'est un producteur américain réputé. On lui doit des films célèbres comme Pulp Fiction, Good Will Hunting et Kill Bill. Il a été dénoncé dans les pages du New York Times comme étant un agresseur sexuel. Donc, dans ce contexte-là, le mot-clic a été utilisé pour la première fois par Alyssa Milano. Alyssa Milano, pour les gens de ma génération, c'est Samantha dans Who's the Boss, Madame est servie. Pour vous, les plus jeunes, c'est ça, c'est Phoebe dans Charm. Et pour ceux à qui ça dit rien, je vais vous inviter poliment à aller à faire comme moi et aller la googler. Donc, le 15 octobre dernier, elle a donc lancé ce mot-clic-là, qui a connu comme un succès phénoménal. En moins de 10 jours, il a été utilisé plus de 1,7 million de fois dans 85 pays différents. Il a été traduit dans différentes langues. Donc, en français, on disait moi aussi, Balance ton port en France, Yo tambien en Espagne. Et la campagne a eu tellement d'impact que tout dernièrement, le magazine Time a nommé les personnalités de l'année, toutes les victimes qui ont pris la parole pendant cette campagne et les gens qui avaient initié le mouvement. Donc, Alyssa Milano a été la première à utiliser le mot-clic, mais ce n'est pas elle qui a développé cette formule-là simple et accrocheuse, cette espèce de slogan là, qui a rassemblé tout le monde. C'est l'œuvre de la militante américaine Tarana Burke. Qui se retrouve sur la page aussi du Times. Elle ne se retrouve pas sur la page couverture, en fait, mais elle se retrouve dans les pages du Times. Pour de vrai, ils l'ont pas mis? En fait, ni Alyssa Milano, ni Mme Burke non plus se retrouvent pas sur les pages couverture. Ni Trump. Alors, 3 injustices cette année chez Times. Donc, Tarana Burke raconte qu'en 1996, alors qu'elle était éducatrice, il y a une jeune fille de 13 ans qui s'est tournée vers elle pour lui confier les viols à répétition dont elle était victime de la part de son beau-père. À l'époque, elle n'avait pas été capable de recevoir ce témoignage-là parce qu'elle-même, elle avait été aussi victime de violences sexuelles dans sa jeunesse. Elle s'en est voulu longtemps de ne pas avoir été capable de lui dire simplement à cette jeune fille-là qui venait la voir, moi aussi, pour pouvoir la réconforter. Donc, c'est là l'origine du mot-clic. Puis en 2007, elle a lancé un mouvement qui s'appelait MeToo, un mouvement communautaire qui voulait promouvoir l'émancipation des jeunes femmes racisées, notamment à travers l'empathie. Bon. On peut se demander pourquoi les gens ont dans le cadre... embarqué ou... Oui, pourquoi ce phénomène-là a autant marché, pourquoi ça a eu une telle ampleur. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup de cas. C'est exactement. C'est en se tournant vers les réseaux sociaux plutôt que la police pour dénoncer leurs agresseurs, c'est beaucoup plus facile pour les victimes, surtout quand on pense aux chiffres, là, aux statistiques qui sont effarantes là, par rapport aux dénonciations des crimes sexuels. On les connaît, les chiffres, on les a entendus beaucoup, mais on peut quand même les répéter. Là, selon les données de Statistique Canada, en 2015, seulement 3 plaintes pour agression sexuelle sur 1000 se sont soldées par une condamnation. Puis il y a seulement 5 % des crimes sexuels qui sont rapportés par la police. Et ce mouvement-là qui a été un élan de solidarité, je pense, pour les femmes, là, ça, je ne peux pas le dire, je ne l'ai pas vécu, mais ça a été libérateur pour elles. Ça a été pour nous, les garçons, aussi un réveil. C'est ce qui a été intéressant aussi de notre côté. Là. Je ne m'approprie rien de tout ça, mais ça a été intéressant de voir ça, parce que c'est beau des chiffres, mais de le voir passer dans ton fil Facebook, de connaître des fois ces gens-là, sans savoir la gravité de ce qui leur est arrivé. C'est pas ça qui est important, c'est de savoir qu'elles ont été très nombreuses à vivre tout ce genre de... Oui, puis ça, que nous, en tant qu'hommes, ça force une réflexion sur, justement, on en a parlé, sur la question des agressions sexuelles, sur la notion de consentement. On se rend compte que finalement, en tant qu'homme, mettons, on n'a pas toujours été éduqué à ça. Il y a un analphabétisme romantique là, chez certains garçons qui ne savent pas nécessairement façon de parler d'agression sexuelle. Mettons, je suis analphabète sexuel. Je ne sais pas lire entre les lignes. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est un peu ça. Il y a ça. Puis il y a aussi, au Québec, ce qui a été particulier, peut-être, là, si on ramène ça aux hommes, parce que c'est ça qu'on est en train de faire, mais il y a eu le cas Salvaille où la majorité, ou en tout cas plusieurs des victimes étaient des hommes. Puis ça a pu justement défaire l'idée là, qu'on a que les femmes ont couru après ou je sais pas quoi. Ça montrait que ces gars-là n'ont rien fait. Ils se sont juste retrouvés en présence d'un agresseur, puis ces gars-là sont devenus des victimes, comme ça se passe généralement avec les femmes aussi. Donc, il y a ça aussi qui peut être comme positif. T'sais. On est rendu aussi à un point où il y a des gens de mauvaise foi qui disent ça va compliquer les échanges entre les gens, là, puis ça va prendre maintenant un acte notarié pour pouvoir, je sais pas moi, s'embrasser sous le gui. Mais ça, on se rappelle que non. C'est des gens de mauvaise foi. Oui, c'est pas vrai. On n'est pas rendu là. On peut faire ce qu'on veut sous le gui tant que tout le monde est consentant. C'est une très belle conclusion. Merci, Charles. Une enquête nous apprenait qu'une majorité de Canadiens se dit très stressés par les dépenses liées au temps des fêtes. Eh bien, moi, j'en connais un citoyen canadien qui, lui, ne sera pas stressé cette année par ses dépenses à Noël. Le jeune, enfin, de moins en moins jeune, Omar Kader, qui a reçu 10 millions de dollars du gouvernement canadien. Il faut croire que Omar Kader a été sage,
parce que le Père Noël a été très généreux avec lui cette année. Ah! Alors, allons plutôt vers le public pour poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Avec qui sommes-nous aujourd'hui? OK, oui. Martin. Martin, êtes-vous en mesure de m'expliquer pour quelle raison le gouvernement a donné 10 millions de dollars à Omar Khadr? J'ai l'impression que c'est parce qu'il a été détenu illégalement à Cuba par les Américains que le gouvernement canadien n'a rien fait pour le sortir de là et a accepté donc tacitement ces tortures-là, alors que ça va à l'encontre de nos valeurs et de ce que la Constitution dit. Très bonne réponse. Bravo. Je vous poserai juste une dernière question alors. Où se situe Guantanamo Bay, le centre de détention reconnu pour la torture où il est pratiquement impossible de ressortir? Est-ce qu'il est à Cuba, en République dominicaine ou à l'angle de l'autoroute 10 et l'autoroute 30? Je voulais alléger un peu le sujet. Maintenant, je vous cède la parole. Barbara, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça. Alors, Omar Khadr, c'est un Canadien qui est né à Toronto en 1986. Il est connu notamment pour avoir été le plus jeune et le dernier occidental détenu à la prison militaire, donc américaine, à Cuba. Ses parents sont d'origine égyptienne et palestinienne. Et selon des sources militaires et gouvernementales, et ça, c'est important de le souligner parce que ça change évidemment la nature des informations qu'on a, selon ces sources-là, il va grandir dans une famille de fondamentalistes musulmans. Assez tôt, dans les années 90, sa famille va déménager au Pakistan parce que son père travaille pour des organismes de charité musulmans là-bas et aussi en Afghanistan. Ça va l'amener éventuellement à fréquenter Oussama Ben Laden. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Oussama Ben Laden, c'est un homme là, qui était à la tête d'Al-Qaïda. À 12 ans, Omar Khadr a déjà une formation militaire dans le corps. Son père a enrôlé tous ses fils dans le djihad. Et quelques années plus tard, en 2002, il va être envoyé chez les insurgés afghans pour jouer les traducteurs. Et à ce moment-là, il a seulement 15 ans. Et la même année, il va faire partie d'un groupe de militants qui participent à un affrontement avec l'armée américaine. Et au cours de cet affrontement-là, le sergent américain Christopher Spear est tué. Khadr est le seul survivant de son groupe. Les Américains le trouvent et le soupçonnent justement d'être celui qui a lancé la fameuse grenade qui a causé la mort du sergent Spear. Alors, on va d'abord le transférer à une base aérienne sur place, puis en octobre 2002, il va être amené à Guantanamo, à Cuba. Il va rester incarcéré là-bas pendant 10 ans. Il vient tout juste d'avoir 16 ans, donc c'est encore un mineur. Alors, 10 ans quand même à Guantanamo. Pendant sa détention, il va être battu, il va être humilié, il va être torturé. Et il a fait, entre autres, partie de ce qu'on appelle le programme Grand Voyageur, qui est à ne pas confondre, évidemment, avec un programme fidélité de points là, échangeable contre des billets d'avion. Parce que ça porte très mal son nom. C'est ça, mais c'est vraiment ça. Là. C'est le programme Grand Voyageur. Et ça consiste à priver quelqu'un de sommeil. Dans le cas de M. Khadr, là, il y a des privations de sommeil qui ont pu durer jusqu'à 3 semaines. Et ça se passe au début des années 2000. Et là, je vais faire une interlude SCRS, qui est le Service canadien de renseignement de sécurité. C'est notre CIA, là, grosso modo. Ils vont débarquer à Guantanamo à quelques reprises pendant son incarcération pour l'interroger, essentiellement pour récolter des renseignements de sécurité. Bon, par exemple, en savoir plus sur les activités de son père en Afghanistan, ce genre de choses-là. Et ils vont procéder, comme nous disait Martin, entre autres, à des interrogatoires sans tenir compte de ses droits en tant que mineur. Ils savent qu'il a été privé de sommeil pour le rendre plus souple, plus vulnérable, ouais. Pendant les entrevues. On sait aussi qu'il n'a pas eu accès à un avocat ou à un adulte, finalement, qui aurait eu ses intérêts à cœur. Et c'est important dans l'histoire parce que c'est la participation canadienne dans ce drame. Bien, c'est un drame à plusieurs degrés, mais à plusieurs niveaux, mais c'est notre participation et c'est un peu là que le gouvernement est un peu coupable. Exactement, parce que il y a plusieurs personnes qui ont dit ça s'est passé aux États-Unis, c'est pas de nos affaires, mais non, pas tout à fait, parce que même la Cour suprême va reconnaître que ces agents ont obtenu d'Omar Khadr des renseignements sous la torture, et pour faire cute, on appelle ça des conditions oppressives. Ouais, c'est ça. Et ça, des conditions oppressives, c'est mal. Et ça viole, entre autres, le droit international. C'est pas cool. C'est pas cool. Oui, on est un ton léger. C'est ça. Fait que ça viole le droit international, le droit canadien. Bon, il y a des conventions sur la torture, il y a des protocoles sur les enfants soldats. Et on va, à ce moment-là, recommander de rapatrier Omar Khadr. Et pour ça, le SCRS va recevoir des blâmes de la Cour suprême du Canada, notamment parce que du moment où on a choisi d'aller de l'avant avec l'interrogatoire, tout en sachant donc qu'Omar Khadr avait subi des sévices, ça contrevenait aussi à la Convention de Genève. Donc, c'est ça. Le Canada s'est rendu complice de torture et Harper va refuser qu'on le rapatrie. Alors, pour être rapatrié,
Kader va conclure une entente avec un tribunal militaire américain. Il va plaider coupable. Il est condamné à 8 ans de prison, en plus du temps qu'il a déjà fait. Il va finalement rentrer au Canada en 2012 pour purger le reste de sa peine. Le fédéral va essayer de prolonger, de le transférer, cette peine-là, et de le transférer dans une prison fédérale à plus haute sécurité. Ça coûte très cher. Accessoirement, oui. Parce qu'on parle de... Non, mais des frais d'avocat, on parle de... On a trouvé des chiffres, mais c'est plusieurs millions. Ah, bien, c'est-à-dire que toutes ces procédures-là vont coûter, je pense, jusqu'à 5 millions. Là. On a engagé au moins 5 millions de dollars dans toutes ces procédures-là. En 2015, la Cour suprême va invalider le durcissement de sa peine. Il est finalement libéré en 2015. Au total, il aurait été incarcéré pendant 13 ans. Bon. Ces avocats vont intenter une poursuite de 20 millions pour emprisonnement injustifié. Cette poursuite-là est intentée, évidemment, là, contre le gouvernement canadien, à qui il reproche, c'est ça, d'avoir contrevenu au droit international en ne protégeant pas un citoyen et en complotant avec les États-Unis pour maltraiter Omar Kader. On va en venir, donc cet été, à une entente à l'amiable qui comporte des excuses et la fameuse compensation de 10,5 millions de dollars. Est-ce qu'on a donné 10,5 millions à un terroriste? Eh bien, Louis, c'est une mauvaise question. Dans le sens où, qu'il soit terroriste ou pas, ça change en rien le fait que le gouvernement du Canada a manqué à ses obligations envers un citoyen canadien, en vertu, entre autres, de la Charte des droits et libertés, et que le gouvernement a privé un enfant des principes fondamentaux de justice. Merci, Barbara. Vous aurez compris qu'il s'agissait d'un extrait de Mélanie Joly. C'est un gag très subtil. Nous allons pour de vrai aller écouter un extrait de Mélanie Joly. Je suis en charge de la culture au sein du gouvernement. Et puis, j'entends ce qui se passe au Québec. J'entends la réaction. Et ça me fait plaisir de la transmettre à mes collègues. Pour éviter de créer un malaise, je ne poserai pas la question au public à savoir qui est abonné à IciTout.tv Extra versus qui est abonné à Netflix. Alors, Eugénie, peux-tu nous expliquer c'est quoi la taxe Netflix? Première chose, Louis, c'est qu'on devrait arrêter d'appeler ça la taxe Netflix. L'enjeu dépasse vraiment Netflix et porte en fait sur l'ensemble des entreprises qui ne sont pas physiquement là au Canada, mais qui nous fournissent des produits numériques. Donc, les Spotify, Airbnb, Amazon de ce monde. Pour être plus précis, là, il faudrait parler d'une taxe pour les produits et services numériques provenant de l'étranger. Mais mettons que pour le reste de la chronique, là, on va simplifier ça et appeler ça la taxe Netflix. C'est bon? Tout a commencé avec Stephen Harper. Vous l'aviez oublié, hein, Tout a toujours commencé avec Stephen Harper. Oui, on parlait de Omar Kader. Bon. Pendant la campagne électorale en 2015, M. Harper a surpris sa communauté Facebook en dévoilant non pas un swag surprenant, mais plutôt une vidéo dans laquelle il s'engageait, supposément contrairement aux libéraux, à ne jamais, au grand jamais, taxer Netflix, lui dont la série préférée de tous les temps était un des grands succès de Netflix à l'époque, Breaking Bad. C'est une drôle de prise de position, quand même. Tout à fait, surtout que ça partait vraiment de nulle part. Mais évidemment, le jeune et très hip Justin Trudeau s'est empressé de répondre que sous sa gouverne, non plus, personne n'allait taxer les contribuables pour l'utilisation de Netflix. Et ce qui est parti d'une dérive médiatique, qui est le bon terme français pour dire fake news, est finalement devenu un véritable enjeu électoral pour en finir en promesse électorale. Et force est de constater que cette promesse a finalement été respecté. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai voté pour Justin, moi. Ben, c'est ça. Pour économiser une pièce par mois. Je dis respecté parce que dans la dernière politique culturelle du Canada, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, dévoilait plusieurs choses pour la culture au Canada, mais ce qui a le plus retenu notre attention, c'est l'absence de taxes Netflix. Pourquoi? Vous avez dû entendre à plusieurs reprises le gouvernement Trudeau s'est justifié en disant qu'il ne souhaitait pas taxer davantage les Canadiens et les Canadiennes. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu imposer une taxe Netflix. Et créer des nouvelles taxes. Exactement. Mais c'était pas une nouvelle taxe. Exactement. En même temps, par contre, la demande est de plus en plus grande au Canada. On parle d'environ 6 millions d'abonnés sur les 37 millions d'habitants de notre beau pays. Et pour répondre à cette demande, il est allé chercher de l'argent de Netflix à insuffler directement dans notre système culturel. C'est de ça dont elle parle, Mélanie Joly, quand elle dit qu'elle est allée chercher un investissement de 500 millions sur 5 ans de Netflix pour la production télévisuelle canadienne. Le Canada est le premier pays au monde à avoir ce genre d'entente avec la multinationale. Puis Mélanie Joly a dit que c'était un exploit dont elle n'était pas peu fière. Aussi, les productions qui seront faites ici
vont également être disponibles sur d'autres Netflix, là, donc un peu partout dans le monde. L'annonce qui a été faite il y a bientôt 3 mois là, a vraiment choqué le milieu autant culturel que celui des affaires. Puis les deux accordent leur voix pour dénoncer ce qu'ils jugent être un traitement de faveur. Parce qu'eux sont obligés d'investir. C'est ça. Ils n'ont La pas à polémique, négocier à exact. Mais la polémique, elle s'étend, c'est exactement ça, elle s'étend vraiment sur 2 plans, la fiscalité et le culturel. D'abord, le côté fiscal. C'est là que je vais chercher mon petit Gérald Filion intérieur. En permettant la présence des Netflix de ce monde sur le territoire canadien sans qu'une taxe soit payée, ça crée vraiment une inéquité fiscale. De caisser, vous allez me dire, Louis? C'est mon genre de question, oui, de effectivement. Quand vous louez un film sur Club Illico et que vous payez mensuellement votre abonnement Tout.tv Extra, vous payez donc votre TPS, TVQ, comme sur tout autre service qui n'est pas considéré comme un aliment de base, hein? Mais pas un Netflix. Et là, vous pouvez vous dire « Wouhou, moins de taxes, c'est correct, c'est votre choix. » Ou vous pouvez vous dire « Hey, mais ça ressemble à un effet de concurrence déloyale, ça! » Parce que Tout.tv et Illico se trouvent défavorisés face à une compagnie américaine. Et vous pouvez aussi réfléchir à combien ça nous coûterait de payer une taxe sur la plateforme numérique qu'on utilise presque tous les jours, hein, pour certains. Mais avec le tarif récemment modifié, juste la TPS, là, on compte environ 55 cents par mois. Fait que genre 6,60 par année. Ça, c'est la moitié d'un billet au cinéma, 1,5 latte au Starbucks, puis 2 fois un billet de métro. Pourquoi on a choisi de ne pas taxer ce service en ligne? C'est une excellente question, Louis. Le gouvernement a dit, en fait, que c'est un peu compliqué et il n'a pas complètement tort. Selon les normes de l'OCDE, une entreprise étrangère doit percevoir les taxes en les incluant directement dans la facture des consommateurs. Et donc, pour ça, il faut que l'entreprise collabore ou que le gouvernement dispose d'outils pour forcer sa collaboration. C'est ça, d'ailleurs, ça semble un peu compliqué, ça l'est, je crois bien, là, mais c'est ça que le gouvernement du Québec est en train de regarder présentement. Est-ce que je vous pose une question piège si je vous demande, ailleurs dans le monde, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Est-ce qu'il y a des pays qui le font? Absolument. Pour plusieurs pays, c'est vraiment l'initiative qui a été prise à l'Union européenne depuis 2015, la Suisse en 2010, même l'Australie plus récemment, la Norvège aussi. Donc, c'est important de mentionner aussi, je vous ai dit, la polémique sur le plan fiscal, sur le plan culturel. Là aussi, ça sent la bisbille. Puis pas juste parce qu'on n'est pas assuré d'avoir un contenu francophone, mais aussi parce que comme ça ne sera ni Téléfilm Canada, ni le Conseil des arts, ni nous, en fait, qui allons décider de ce qui va être investi comme contenu canadien, bien, c'est sûr que ça fait en sorte que c'est comme une décision aléatoire qui frustre grandement les acteurs du milieu culturel, ainsi que les câblos-distributeurs. J'aimerais terminer sur une petite chose, Louis. C'est intéressant, 500 millions. Pour vrai, là, c'est pas rien. Je le prendrais, moi. Mais moi aussi. Mais un petit encadré, à Tout le monde en parle, lors de l'entrevue de Mme Joly, nous rappelait subtilement que le CRTC exige que les principaux diffuseurs canadiens de langue anglaise consacrent 30 % de leurs revenus à des émissions canadiennes actuellement. Et que si ça s'appliquait à Netflix, l'entreprise devrait consacrer 233 millions juste cette année à des productions canadiennes. À nous de faire le calcul. Alors, si j'ai bien compris, ils auraient pu décider de taxer Netflix, mais ils ont décidé de ne pas le faire. C'est un peu ça. Ça peut ressembler à ça. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette deuxième et dernière émission de Si j'ai bien compris, une émission présentée par ici Radio-Canada Première et Urbania. Je voudrais remercier tous les gens qui ont rendu cette émission possible. Merci à tous les auditeurs. J'espère que vous avez été qu'on était en mesure de vous aider à comprendre certains sujets qui vous paraissaient importants aussi. Merci au public du Medley Simple Malte. Est-ce que je peux vous entendre? Et un gros merci à mes 3 collaborateurs qui ont su relever le défi de vous vulgariser des sujets qui nous paraissaient importants. Quant à moi, mon nom est Louis T. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde.